Madame, monsieur, bonsoir, bon dimanche. Face à l'actu, comme vous le savez, revient sur l'actualité telle que traitée par la rédaction de STV. Entre autres sujets au menu de ce soir, la présentation des vœux du corps diplomatique et des corps constitués nationaux président de la République, vendredi le 10 janvier. Mais aussi la conférence de presse de Maurice Kamto, le dîner de presse de Joshua aussi, le retour, ou du moins la montée en puissance de Amnesty International qui soutient Maître Alice Combes dans sa procédure judiciaire sont entre autres sujets qu'on va certainement parcourir tout à l'heure. Mais la trame de l'émission de ce soir, c'est davantage l'invité, un retour sur les plateaux de télévision. Robert Moutet, ambassade, comité central du RDPC, expert sur les questions pétrolières et de développement durable. Avec lui, on va largement parler de délestage, on va parler de l'affaire Glencore, de l'affaire Savannah, on va parler des questions minières et de bien d'autres sujets qui, évidemment, préoccupent les Camerounais. Robert Moutabassa, bonsoir, bon dimanche, bonne année. Bonsoir, député, bonne année à vous, bonne année à vos techniciens, bonne année à vos téléspectateurs. Ben, effectivement, ça fait quelques années, je ne suis pas passé sur le plateau. La raison était toute simple, vous savez, après les élections de 2018 et 2020, il y a une période, pour moi, que j'estime morte, parce que c'est la période où les hommes politiques nouvellement élus doivent faire leur bilan. Durant cette période, il faut les laisser travailler. Absolument. Et maintenant où on va à la fin des échéances, cette année pour la présidentielle, l'année prochaine pour les élections de proximité, je pense que le moment est important, intéressant de revenir sur le plateau et analyser avec vous les bilans des uns et des autres, qu'est-ce qui a été bien fait pour le Cameroun, qu'est-ce qui a été moins bien fait. On l'a dit, on va donc profiter de votre retour pour aborder un certain nombre de sujets que vous n'avez pas forcément ou publiquement évoqués durant ce temps-là. Cela dit, commençons peut-être par la question énergétique. Eneo, les délestages. Il y a des raisons officielles qui sont données. On sait que en termes de capacité énergétique, le Cameroun a encore des difficultés. Mais pour vous, quelles sont les causes réelles de ces délestages, Robert Moutabassa? Oui, je vais répondre là comme un technicien. Vous savez, je suis technicien de formation. Et des problèmes d'énergie, je connais quand même ce qui se passe dans ce milieu, dans ce secteur, parce qu'à un moment donné, j'assistais aux réunions énergétiques au niveau du ministère de l'eau et de l'énergie, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Et en gros, pour faire facile, je vais vous dire une chose, c'est que l'offre est très faible par rapport à la demande. L'offre est très faible. Le Cameroun produit en gros 1500, 1600 mégawatts. Et dans les 1600 mégawatts, il y a 300 mégawatts qu'on perd sous forme perte de réseau, ou bien branchement illicite, ou bien ce qu'on appelle au quartier le voleur de courant, quoi. Absolument. Il y a 300 mégawatts qui disparaissent, donc il reste 1300 à peu près. Il faut les faire, il faut partager sur l'ensemble du territoire, et c'est très, très insuffisant par rapport à la demande. C'est la raison pour laquelle vous avez ces délestages qui sont récurrents. C'est vrai que les opérateurs essaient de faire croire qu'il y a la maintenance, il y a les accidents, il y a le remplacement de transformateurs, mise en place des lits qui sont fatigués parce que usés. C'est vrai, il y a toutes ces raisons, mais quand même la récurrence des délestages montre que le problème est plus grave, plus sérieux. Il y a beaucoup d'incompétence et beaucoup de mafia dans cette histoire. Bon, si le problème a été identifié, la question c'est est-ce que tous les acteurs ont un plan pour pallier le problème? Est-ce que Eneo, la Sonatrel, l'État du Cameroun, le gouvernement, y a-t-il un plan véritable pour améliorer la distribution de l'électricité? Il n'y a aucun plan pour le moment. On fait semblant de mettre en place. Il n'y a pas de plan. Parce que s'il y avait un plan, Eneo ne serait pas en train de chercher à partir. Okay. Les acteurs d'Eneo veulent partir. Et je suis de ceux qui pensent que l'État doit nationaliser ce secteur d'activité. Ce n'est pas normal de le laisser entre les mains des privés. C'est une filière de souveraineté. Donc quand vous voyez déjà ce qui se passe entre KPDC, DPDC, qui refusent de fournir le courant à Eneo, Eneo ne peut pas alimenter les ménages, les populations. Il y a quelque chose d'anormal derrière tout ça. Absolument. Pourquoi? Moi, je sais ce qui se passe parce qu'à un moment donné, je suis directeur QHSE à Perenco et je suis le premier à rentrer dans la forêt de Bipaga
pour lancer les études d'impact environnemental et social de la centrale à gaz de Kribi, à 21 km de Kribi. Donc, avec le chef de projet, nous étions en charge de finaliser ce projet et alimenter AES Sonel en gaz. J'étais de cette équipe. En face de nous, à 10 km de Kribi, c'est Mpolongwe, où il y a la centrale à gaz de Kribi. Et le chef de projet à l'époque, qui était un peu celui avec qui je communiquais, c'était Jérémy Bitanga. Je vous donne les noms. C'est des choses précises que je donne. Donc ça fait que, à cette époque, KPDC à Kribi, DPDC à Douala, étaient pilotés par Jérémy Bitanga et d'autres collaborateurs de AES Sonel. C'était des filiales AES Sonel. Alors, quand je regarde aujourd'hui, j'entends parler de Globelec. Globelec n'est jamais venu au Cameroun construire une usine. Alors, je me dis, entre guillemets, que c'est lors de la session, du passage de AES Sonel à Eneo, que Globelec est né. Il vient d'où? Qui sont ceux qui sont derrière? Ça m'a fait penser à CDE, de Kamwata. Donc, vous comprenez? Et aujourd'hui, on vous dit que Globelec refuse d'alimenter Eneo parce qu'il n'a pas été payé. Globelec, c'est qui au départ? Donc, c'est des choses qu'il faut démêler pour bien comprendre ce qui se passe dans ce milieu. Vous soupçonnez que ce soit une société écran? Je pense que c'est une société écran. Je peux me tromper, mais je pense que, étant à l'origine, c'était des filiales AES, qui ne sont pas devenues des filiales Eneo. Par contre, ils sont passés filiales Globelec. Donc, si je comprends bien, il faut clarifier ça. Des privés camerounais, sachant que l'État veut reprendre la main. Se sont mis derrière se seraient mis derrière pour être ceux-là qui vont engranger de ce côté. Et maintenant, comme l'État ne paye pas forcément, d'après les chiffres qu'on leur donne, évidemment, Globelec coupe l'énergie, et Néo ne peut plus avoir tout, parce que quand Globelec se retire, et Néo tout seul est à moins de 1000 mégawatts. Comment on fait pour en sortir? Ben, il faut restructurer, reformer tout ce secteur. La mafia s'est installée énormément dans ce secteur. Et aujourd'hui, les gens qui sont en charge sont compromis. Il faut dire la vérité aux Camerounais, ils sont compromis. Tout ce qu'on raconte, vous voyez, tous les jours quand vous faites des effets d'annonce, on dit oui, voilà, il y a 10 mégawatts qui viennent là-bas, 100 là-bas, 400 là-bas, mais les délestages sont récurrents. On souffre tous. Quand la lumière passe, aujourd'hui, les délestages, je ne sais pas quelle est la zone du pays qui n'est pas délestée, minimum 6 heures tous les jours. Tous les jours. Donc, quelque part, il faut changer les hommes qui sont en place. Sans tenir compte de ce que les infrastructures construites sont apparues comme des éléphants blancs. Lompanga, pour ne citer que lui. Ben là, on espère le ouf de Nachigal. Nachigal ne va rien apporter de plus. Parce qu'on crée déjà Nachigal, il va produire l'énergie, on ne pourra pas transporter cette énergie. Comment on peut créer Nachigal? On oublie de transporter. Vous comprenez? C'est pareil quand on a créé Mpolongwe à Kribi. Kribi est à 10 km de Mpolongwe. C'est-à-dire, on produit l'énergie, on peut alimenter Kribi en passant par Akomde jusqu'à Veibolova. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, on prend la ligne à Kribi, on la ramène d'abord à EDA. C'est d'EDA maintenant qu'elle repart à Kribi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? C'est pour privilégier Alicam. Alicam a des groupes électrogènes qui peuvent faire fonctionner. Et l'État subventionne à Alicam. À une époque, je suivais ça. L'État subventionnait donne des subventions de près de 25 milliards par an à Alicam. Parce qu'au moment de l'étiage, c'est-à-dire quand les fleuves sont complètement en basse marée, il n'y a plus assez d'eau pour faire tourner les turbines. Et du coup, Alicam doit fonctionner avec les subventions de l'État. À l'époque, c'était dans les 25 milliards. Je ne sais pas si ça continue, si ça s'est arrêté. Mais en fait, il y a beaucoup de trucs dans cette histoire qu'il faut démêler aujourd'hui et voir clair et donner de bonnes orientations. Parce que tout ce qui vient, dès que vous venez, paf, le système vous avale et vous n'avez plus moyen de réfléchir et vous marchez comme les autres. Parce qu'un pays comme le Cameroun a l'eau, a la lumière, a les vents et tout. Pourquoi on privilégie seulement les barrages hydroélectriques? Pourquoi on privilégie seulement les centrales thermiques qui ont une consommation de gasoil pas possible, alors qu'on a l'air gratuit, on a le soleil gratuit? Vous soupçonnez les trafics? Il y a beaucoup de trafic, pas qu'on soupçonne. Il y a beaucoup de trafic. À voir comment ça se passe, je le dis clairement en tant que technicien. Vous avez cerné la problématique et qui en sont les responsables? Oui, mais je ne vais pas donner les noms ici à la télé, mais les responsables, quand ils m'écoutent, ils savent que je sais de quoi je parle. Et ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont en poste en charge dans ce truc depuis un moment, ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 10 ans, ça fait un moment. Et c'est les mêmes gens. Et du coup, ils se retrouvent À défaut de citer les noms, c'est quel poste?
Non, je ne veux pas citer les noms. Que ce soit... Non, je dis, laissons les noms si vous voulez. Bon, même comme rien ne vous interdit, hein, on vous aurait permis de citer les noms, mais si vous ne voulez pas citer les noms, c'est quel poste, ils sont Il y a les postes de ministre, les postes de PCA, les postes de DG, les actionnaires. Il y a beaucoup de trucs là-dedans. Il y a beaucoup de trucs là-dedans. Et c'est parti, tout ce qu'on annonce là, je sais que c'est beaucoup plus des effets d'annonce pour calmer la population. En d'autres termes, vous dites que c'est une asphyxie voulue. Elle est voulue. Contre le peuple camerounais. Tout à fait. Pour des intérêts individuels. Tout à fait. Il y a un petit groupuscule. Mais si l'État c'est ça, si le gouvernement c'est ça, pourquoi on ne prend pas les mesures? Des mesures. Qui va prendre les mesures? C'est le même gouvernement. Ah, c'est le même gouvernement. Vous comprenez? Vous n'allez pas vous taper sur la tête. Le même gouvernement qui torpille l'affaire, c'est lui qui prend les mesures. Dès que vous venez et que vous avez une vision différente et que vous voulez apporter des solutions, vous êtes l'homme à battre, c'est tout. Moi, je le dis parce que j'estime que ça suffit comme ça. Le chef de l'État a fait confiance à beaucoup de gens. Ouais. Et beaucoup de gens ont déçu le chef de l'État. Il faut le dire. Parce que tout le temps me suppose bien aujourd'hui. Mais quand vous regardez bien, le président définit la politique de la nation. Le gouvernement met en application. Et quand les membres du gouvernement refusent, le ministre Mbargangele est sorti, il a parlé. Il a dit des choses vraiment graves. Le ministre Grégoire Ouna a abordé dans la même direction. C'est les ministres qui sont en charge d'implémenter la politique gouvernementale. Et quand maintenant les ministres dans leur domaine ne font rien, ils rentrent dans la mafia, vous voyez seulement qu'il y a les immeubles qui jaillissent par-ci, par-là. C'est vrai qu'ils donnent... Mais en même temps, dans le sous-entendu, vous confortez la thèse selon laquelle le président est pris en otage. Il est devenu... je veux dire, il lui est difficile d'avoir une marge de manœuvre. Il constate, comme vous le dites, tout ce qui est désagrément, tous les complots qui se font pour détourner la fortune publique, pour coincer tous les projets qu'il initie. D'ailleurs, certains parlent du coup d'état scientifique. Tout à fait. Mais il est incapable de taper la main sur la table. Non, ce n'est pas qu'il est incapable de taper la main sur la table. Le président est dans une position que vous et moi, nous pouvons vraiment apprécier. Parce que de sa position, il sait ce qui se passe, il sait qui fait quoi. Mais parfois, quand vous êtes en train de construire une maison, il y a un pilier, si vous enlevez ce pilier, la maison peut s'écrouler. Parfois, il faut laisser encore le pilier un moment. Le temps de l'enlever au moment où la maison ne pourra pas s'écrouler. Je crois que cette gestion du temps du président tient compte de beaucoup de paramètres. Le président est un peu comme quelqu'un qui passe toute une nuit avec son ennemi dans la même maison. Ça schématise un peu le système. Passer toute la nuit avec son ennemi dans la maison. Vous devez dormir d'un seul œil. Et le ministre d'État, Laurent Essoa, dit quelque part que le président dort d'un œil. Il dit ce qui est vrai. Et ceux qui connaissent comment ça fonctionne savent qu'il a raison de le dire. Et moi, je le dis ici, le président ne peut dormir qu'avec un œil. S'il dort des deux yeux, qu'est-ce qui lui arriverait? Non, s'il dort des deux yeux, le lendemain, il va se réveiller, il sera très loin. Il n'est plus président. Parce que c'est coup d'État derrière coup d'État. Hein. Coup d'État scientifique derrière coup d'État. Vous voulez dire que tout ça, c'est une fausse accaillement, alors? Non, c'est une fausse accaillement aujourd'hui. Mais c'est lui qui les gens sont devenus tellement riches. Ce qui est incompréhensible, c'est que c'est lui qui nomme ses collaborateurs, c'est lui qui a le pouvoir de décision, c'est lui qui fait et défait, comme on dit. Je suis d'accord. L'autre l'a appelé le créateur des créatures. Oui, je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce qui le rend handicapé? Qu'est-ce qui le rend incapable de défaire ces créatures? Le président ne peut pas connaître tout le monde. Vous pouvez comprendre, vous devez comprendre qu'à un moment donné, il passe par des collaborateurs proches qui lui proposent des gens. Et ces collaborateurs sont la caution de ces derniers-là qui sont proposés. Et maintenant, dans l'activité au quotidien, à la longue, le président se rend peut-être compte qu'il s'est trompé ici ou là. Mais entre-temps, des gens peut-être ont emmagasiné tellement d'argent qu'il peut faire beaucoup de mal à ce pays. Si vous voulez le neutraliser, vous devez veiller à ce que les branches qui lui donnent l'énergie soient d'abord neutralisées avant de le prendre. Parce que si vous le prenez, vous lui laissez les branches où il a beaucoup d'argent, il est capable d'entretenir une rébellion pendant longtemps. Il y a des Camerounais comme ça qui peuvent entretenir des rébellions. Je pense que oui, aujourd'hui. Face au pouvoir, face à la puissance publique. Je pense que avec tout ce qu'on a combi, armée, gendarmerie, parce que les gens ne sont plus du tout sincères. Même avec le président. Les gens ne sont plus du tout sincères. Les gens font semblant. Tout le monde fait les salams. Alors, si vous voulez conforter la thèse de tous fautifs, sauf le président. Non, ce n'est pas que tous fautifs. Le président est bien conscient de la situation. Mais il a le sentiment qu'en bougeant, c'est un pion. Avant un certain temps, ça peut faire plus mal que la situation actuelle. D'accord. Donc il est obligé de gérer dans le temps, mais je peux vous garantir que le lion, quand le lion va décider, il va se réveiller.
je crois que les Camerounais iront dans la rue applaudir. Parce que le président connaît le Cameroun et les Camerounais. On parle du président, prenons une légère pause. Premier reportage pour revenir sur la présentation des vœux du corps diplomatique et des corps constitués nationaux au président de la République. C'était le vendredi 10 janvier 2025. Comme le veut la tradition, c'est le corps diplomatique qui a ouvert le bal au cours de cette cérémonie de remise des vœux au président de la République. Présent au Palais de l'Unité pour l'occasion, une cinquantaine d'ambassadeurs, consuls, chargés d'affaires et autres diplomates. À leur tête, le nouveau doyen du corps diplomatique, son Excellence Mostafa Bou, ambassadeur du Royaume du Maroc au Cameroun, en remplacement de Paul-Patrick Biffot, ex-haut commissaire du Gabon au Cameroun, arrivé en fin de séjour en novembre 2024. Dans le message du corps diplomatique, il est revenu notamment sur le rôle clé que le Cameroun occupe dans la diplomatie mondiale. Il a salué les efforts du chef de l'État dans la résolution des conflits et défis qui interpellent le monde et particulièrement les pays africains. La tenue sur votre invitation, Excellence, le 16 décembre 2024 du sommet extraordinaire des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, qui a réuni les chefs d'État de ce groupement régional pour apporter une réponse adaptée aux besoins du développement durable, de la croissance et de l'intégration régionale, aux attentes des citoyens pour anticiper les besoins futurs en infrastructure afin de relever les défis, tous les défis du développement. En réponse au corps diplomatique, Paul Biya a réitéré son engagement et celui du peuple camerounais à maintenir un climat harmonieux et de paix avec les pays frères et amis, surtout face aux grands challenges internationaux. De dire que grâce au soutien de vos pays respectifs, la dite candidature a connu un aboutissement heureux. Je tiens ici à vous renouveler à travers vous, à vos gouvernements et à l'ensemble de la communauté internationale, mes sincères remerciements. Après ce message salué par les diplomates, à tour de rôle, ils ont serré la main du chef de l'État en lui adressant les vœux de leurs pays respectifs pour l'année 2025. Même rituel en deuxième partie, réservé cette fois au corps constitué, parlementaires, membres du gouvernement, partis politiques, société civile, forces de défense et de sécurité, chambres consulaires sont entre autres corps représentés durant cette cérémonie par leurs leaders. Objectif, souhaiter une chaleureuse année au chef de l'État, Paul Biya. Retour sur le plateau, retour aussi de Robert Moutet Ambassa sur les plateaux de télévision ce dimanche. Alors, un autre sujet qui a quand même, qui est même en instance, hein, puisque l'affaire devant la justice londonienne, britannique, l'affaire Glencore. Oui. Où en est l'enquête aujourd'hui à ce niveau, à ce moment? On est devant le procès, quelles sont les coulisses, quels sont les contours, notamment sur les accusations de corruption impliquant Glencore Cameroun. Vous savez que nous avons suivi que la dernière audience à Londres, l'affaire a été repoussée, je crois, en 2026. Exact. En juillet 2026, quelque chose comme ça. Parce que, bon, c'est quand même une affaire qui est connectée sur plusieurs pays. C'est une affaire internationale. Ce qui est sûr, les juges à Londres savent déjà, pour ce qui concerne le Cameroun, qui est impliqué, qui n'est pas impliqué. Sauf que les noms ne sont pas encore donnés. Maintenant, du côté du Cameroun, il y a la SNH, par son administrateur directeur général, qui a porté plainte au TCS. Maintenant, c'est au TCS d'essayer d'entendre les Camerounais pour que chacun donne sa version des faits. Et pour entendre les Camerounais, ce n'est pas compliqué. Glencore travaille avec qui au Cameroun? À partir du moment où vous posez cette question, oui? Je vous pose la question. Oui. Glencore travaille avec qui au Cameroun? Robert Moutet Ambassa. Oui, je vais vous donner la réponse tout de suite. Je suis technicien, hein, je vous parle comme un technicien, pas comme un homme politique. Donc, Glencore, avec la SNH, travaille avec la direction générale et le directeur commercial. Okay. Du côté de Sonara, il travaille avec la direction générale et le directeur commercial. Okay. Maintenant, du côté de SNH, tel que je connais comment le système fonctionne, le directeur commercial était beaucoup plus impliqué. Il rendait compte. Du côté de Sonara, à un moment donné, il y avait un directeur commercial. À un moment donné, il n'y en avait plus. Donc, à un moment, c'est le directeur général qui suivait de très près. Donc, côté SNH,
on a le directeur commercial et qui informe sa direction générale du côté de Sonara. On a, je crois, dans la période annoncée, 2 directeurs généraux qui sont passés, ils passent par leur nom. Il suffit d'aller voir les dates, vous allez repérer qui sont ceux qui étaient là, vous aurez le nom de ceux qui étaient en poste. Donc, à partir de là, c'est par rapport à ça, à eux, que Glencore négocie les contrats pour pouvoir acheter et vendre le pétrole camerounais. Donc maintenant, les décotes qu'il y a derrière sont négociés au niveau des gens qui sont en face de Glencore. Et s'il y a eu des rétrocommissions, on parlait de près de 7 milliards, c'est ça? Absolument. Ces rétrocommissions ont dû passer par ceux qui étaient en contact direct avec Glencore. On les connaît. Je ne viens pas sur le plateau citer les noms, mais en cherchant juste un peu, par rapport aux indications que je vous ai données, vous pouvez repérer ceux qui étaient en contact et qui ont sûrement reçu de l'argent. Et s'ils ont reçu de l'argent, ils ne sont peut-être pas seuls. Derrière eux, il y a des collègues, il y a des amis, il y a des gens autour, et il y a un dispatching. Donc c'est à partir de cela qu'on aura les noms. Et il y aura 6 ou 7 noms des gens qui sont là. Je suis mal placé pour donner les noms à la télé, mais je peux imaginer les gens qui sont dans cette histoire parce que c'est mon milieu. J'ai fait toute ma carrière. Vous avez donné un chiffre plus ou moins précis. Vous avez dit 6 ou 7 noms. Non, ça c'est ce qui est annoncé par rapport au tribunal. Alors, mais la réalité peut atteindre 30 milliards. Hein. En portant plainte. Je vous ajoute un plus. Hein. Vous dites? La réalité peut être même largement au-dessus de ça. Au-dessus du nombre de personnes? Oui, même de montant d'argent. Oh, parce que c'est les usages dans le milieu pétrolier. C'est les usages. Il n'y a aucune multinationale qui travaille dans un pays et qui ne fait pas ces choses-là. Je mets la main au feu. Donc toutes les autres qui sont en ce moment-là? La différence vient du fait que ceux qui se sont mal pris comme Grec, on les a pris la main dans le sac. Les autres s'y prennent bien et on les prend pas. Mais tous font ça. Le fait pour vous que le directeur général de la SNH porte plainte est une façon de se disculper lui, vous pensez? Est-ce une façon de dire que... Je vais vous dire une chose, je vais vous surprendre peut-être. Monsieur, bon... L'ADG, hein? Enfin. L'ADG à la SNH a mis en place un système qui le protège d'abord lui. Ça l'éloigne de... Ça l'éloigne de ce genre de choses. Je pense qu'à plus de 90%, je suis à peu près sûr qu'il n'est pas dans cette histoire. Lorsque vous dessinez un scène contre des diables, pour parler à Nkeme. Non, je voulais dire ceci. Le système de fonctionnement de la SNH protège énormément le directeur général. Il n'est en contact avec personne, l'ADG. Il n'est pas en contact avec ces gens. Tous ces gens, quand ils viennent, ça se dispute au niveau de la direction, des directions. Parce qu'officiellement, il y a un DGA officiellement qui est dans l'organigramme de SNH qui n'a jamais été nommé. S'il était là, on pourrait dire que le DGA peut-être s'implique. Mais le DGA n'est pas nommé. C'est les directeurs qui sont nommés. Et ça se passe à ce niveau. Et donc, cette barrière existante, l'ADG peut ne pas être au courant de ce qui s'est passé. Soit il peut être au courant bien après, mais au moment où les choses se passent, ça peut se faire sans lui. C'est la raison pour laquelle je suis de ceux qui pensent que l'ADG, s'il a porté plainte, ça veut dire qu'il est à peu près sûr que ça ne s'est pas passé par lui. Maintenant, il peut se rendre compte que des collaborateurs à qui il a fait énormément confiance l'ont berné et ont fait des mauvaises choses, et ça a abouti à ça. Voilà. Alors, au-delà de ces 2 entreprises, SNH, vous avez dit, Sonara, c'est vous qui êtes dans ces milieux, y aurait-il des membres du gouvernement qui seraient impliqués, ou d'autres responsables qui seraient impliqués? Disons que les membres du gouvernement qui seraient impliqués le seront peut-être parce qu'ils étaient d'abord... Ah d'accord, dans les structures... Dans ces structures-là. Ok. Ils seraient pas impliqués directement en tant que responsable gouvernemental? Non, en tant que responsable gouvernemental, ça sera difficile. Parce que vous savez, la SNH ne fonctionne pas comme les autres entreprises. Elle a un statut particulier. Directement rattaché à la présidence. Voilà, rattaché à la présidence, le PCA à la présidence, et la tutelle technique, c'est la présidence, la tutelle financière, c'est la présidence. Donc, forcément, ça a un statut un peu particulier. Les ministres ne peuvent pas mettre le nez dans cette histoire, parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients que c'est aller se frotter, par exemple, à un dinosaure. Parce que vous savez, je connais un à qui j'ai posé la question un jour. Il y avait une réunion à la SNH, on devait signer un protocole avec Perenco, j'étais dans la délégation. C'est le ministre qui quitte son ministère pour venir à la SNH. Après, bon, je le titille un peu, je dis, mais Excellence, c'est nous qui devons venir au ministère. Il me dit, petit frère, il ne faut pas toujours poser ces genres de questions. Si je suis venu, c'est que
C'est nécessaire que je sois par ici. C'est que ça se décide ici. Ça se décide ici. Pas ailleurs. Et j'ai bien compris. Donc, en fait, je le savais, mais j'essaie de le titiller. Alors, est-ce qu'il y a derrière, donc, un mécanisme désormais qui est mis en place pour éviter ce type de corruption? Résumé. C'est difficile. C'est difficile, pourquoi? Parce que les gens formés dans les multinationales comme nous sont différents des gens formés à la SNH. Parce que la formation à la SNH, elle est superficielle. D'accord. Elle ne va pas en profondeur. La profondeur, c'est dans les multinationales. Parce que je peux vous dire, ce n'est pas une façon de les dénigrer, mais c'est la vérité. Ils peuvent parfois être là, dans les réunions, on parle, ils ne comprennent pas. Pourtant, on parle du pétrole. Parfois, quand on fait... des codes. Parfois, non, ce n'est pas des codes, c'est qu'ils sont restés superficiels. Ils font plus l'administration, le juridique et les contrats. Mais la technique pure, ils sont un peu légers. Je vais vous prendre des cas simples. Quand on fait des forages pétroliers, il y a un représentant SNH dans chaque forage, dans chaque rig pétrolier, qui doit assister à toutes les étapes, et particulièrement l'étape où on fait ce qu'on appelle le carottage. Le carottage, c'est cette opération qui permet, quand on arrive dans la couche imprégnée d'hydrocarbures, on prend un échantillon sur toute la longueur, on envoie en laboratoire. C'est à partir de cet échantillon qu'on fait les évaluations des quantités en place, les quantités disponibles, les quantités qu'on peut exploiter, et puis les forats de délimitation pour essayer d'évaluer la grandeur du gisement et faire tout. Mais parfois, dans ces phases, ils sont là, ils dorment. En d'autres termes, et après, ils prennent le rapport qu'on leur donne, qui a peut-être des choses... Les entreprises qui font l'exploration au Cameroun, à qui on donne des agréments, oui, peuvent ne pas déclarer oui, les quantités exactes tout à fait. de ce qu'ils découvrent. Tout à fait. Pourquoi? Aussi bien dans le pétrole que dans les mines et autres. Ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que quand on prend des échantillons, on envoie. Il y a des échantillons qui vont vous donner la bonne teneur en hydrocarbures. D'accord. Maintenant, si le technicien qui a été envoyé par SNH est là, on prend une partie d'échantillon qui n'a pas la même teneur, c'est elle qu'on leur donne. Ils vont calculer sur cette base, qui sera fausse. Alors que l'échantillon qui a la bonne teneur, nous l'avons gardé et l'avons envoyé nous-mêmes dans un autre laboratoire. Est-ce que le conseil d'administration est aussi impliqué Dans quoi? dans cette procédure de corruption, contre la corruption? Le conseil d'administration de SNH? Oui. Non, je ne pense pas. D'accord. Je ne pense pas. C'est au niveau du directeur commercial, beaucoup plus du côté de SNH, c'est au niveau du directeur commercial. Le conseil d'administration, je ne pense pas. Parce qu'ils ne sont pas dans le fonctionnement même. Dans la gestion quotidienne. Si je vous explique même comment ça se passe, en un mot, vous aurez même pitié du conseil d'administration. Hein. En un mot, ils sont éloignés du business. Ils sont éloignés parce que c'est l'ADG... Aussi regarde avec les yeux envieux. C'est l'ADG qui fait tout. Et ils se disent le conseil vient, il leur dit ce qu'il veut dire. Ils se disent que tous les chiffres qu'on voit en session du conseil d'administration, là, ça se passe. Ils donnent les chiffres, vous ne discutez pas. Vous signez, vous partez. Même le président du conseil d'administration fonctionne ainsi. Il est là, le président, il est là. Il est bien placé pour comprendre ce que je dis. Et je dis que le conseil d'administration ne peut pas être dans ce genre de choses. Je rappelle que le président du conseil d'administration à SNH, c'est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence publique. Oui, c'est le ministre d'État qui est quelqu'un de rigoureux. Et vous voyez bien les éclats qu'il y a eu ces derniers temps parce qu'ils n'acceptent pas n'importe quoi. Et donc, du coup, dire qu'ils sont dans cette histoire, je ne pense pas. Si on met leur nom, ce n'est pas normal. Je pense que le truc est fait directement à la SNH. Pour finir sur cette question-là, la saisine du TCS pour cette affaire Glencore sous-entend que, est-ce que ça sous-entend que le Cameroun veut vraiment faire de la lumière? Est-ce que depuis que le dossier la plainte a été déposée, a-t-il été instruit? Les gens sont-ils entendus? La procédure suit-elle son cours? Est-ce qu'on peut rapidement ou dans un délai relativement court inviter les uns et les autres identifiés comme présumés corrompus à venir s'expliquer? Bon, je ne sais pas, je n'ai pas trop suivi ça. Je sais qu'officiellement, l'ADG a porté plainte. C'est maintenant au parquet du TCS d'aller commencer à poser des questions, savoir ce qui se passe. Et donc, je pense que c'est en toute honnêteté que l'ADG l'a fait,
parce qu'il est bien conscient qu'il n'est pas concerné personnellement. Parce que vous êtes quand même sûr que s'il était concerné personnellement, il n'aurait pas pris ce risque, il aurait pris notre procédure. Et je crois que le président, qui est un homme de droit, qui est très déconnecté de toutes ces choses, veut connaître la vérité. Et je pense que la DG, en posant cet acte, c'est aussi une manière pour lui de faire comprendre au chef de l'État que cette histoire, même si elle a eu lieu, je ne me reconnais pas dans cette histoire. Je souhaite que la vérité apparaisse aux yeux de tout le monde. D'accord. Et je crois que la vérité va finir par apparaître. On va prendre le deuxième reportage de cette émission. Je le dis, il y a eu un gros déploiement politique cette semaine. Commençons par Maurice Kamto, qui a donné une conférence de presse à Yaoundé, et puis on revient derrière. La non-application de l'article 80 du Code électoral par ELECAM est à l'origine du courroux du mouvement pour la renaissance du Cameroun. D'après cet article, la publication de la liste électorale doit se faire au plus tard le 30 décembre. En procédant tel qu'il l'a fait, de son propre aveu, le directeur général de l'ELECAM n'a pas publié la liste électorale nationale telle que prescrite par la loi. Cela revient à dire qu'à ce jour, il n'y a pas de liste électorale nationale disponible et accessible au public. Le MRC mène alors 2 actions juridiques pour réparation. D'une part, la saisine du Conseil constitutionnel, organe qui veille à la régularité des élections, aux consultations référendaires et en proclame les résultats. La vérification de la fiabilité du fichier électoral constitue en effet un élément clé de la régularité de l'élection présidentielle à venir, en ce qu'elle est le gage de la transparence qui doit entourer la confection de la liste électorale nationale. L'obligation de rendre publique la liste électorale nationale n'est donc pas une option facultative pour le directeur général de l'ELECAM, ni sur le plan légal, ni sur le plan pratique. D'autre part, la saisine du Conseil électoral de l'ELECAM. D'une requête en dénonciation des manquements aux opérations de révision des listes électorales. Cette requête porte toujours sur la violation de l'article 80 du Code électoral. Elle demande au Conseil électoral d'agir en urgence pour contraindre le directeur général de l'ELECAM à publier, comme le lui impose l'article 80 du Code électoral, la liste électorale nationale complète. Une conférence de presse de Maurice Kamto est donnée ce 9 janvier 2025 au siège national du MRC à Yaoundé. Une occasion pour le président national de ce parti politique de condamner les actions jugées compromettantes d'Elections Cameroun dans le processus d'inscription sur les listes électorales et de délivrance des cartes d'électeurs. Après ce reportage, nous poursuivons l'émission et on reste dans le cœur des questions pétrolières, avec notamment l'affaire Savannah Energy, une autre affaire qui a, je vais dire, littéralement secoué le Cameroun et même le Tchad. On a effleuré l'incident diplomatique dans ce dossier, puisque les ministres envoyés spéciaux des chefs d'État ont dû faire le déplacement pour en parler. Robert Moutambassa, je rappelle, sous votre casquette d'expert des questions pétrolières, vous connaissez également ce dossier-là. J'ai envie de vous demander quels sont les termes exacts du contrat entre le Cameroun, ou supposé entre le Cameroun et Savannah. Oui, posé comme tel, vous n'allez pas bien comprendre. D'accord. Expliquez. Je préfère donner d'abord une bonne explication globale. J'enlève toutes mes questions. Non. Et je vais revenir dessus. D'accord. Mais je préfère expliquer globalement. Okay. Peut-être que dans cette explication, les réponses vont vous permettre de me relancer autre. Il faut noter que, d'emblée de jeu, je vais dire, la décision prise par le chef de l'État et le PCA, ce sont les bonnes décisions. De stopper tout. Non, ce sont les bonnes décisions. Ce sont telles qu'il fallait prendre. Vous pouvez les rappeler, ces décisions? Parce que quand vous dites qu'il y a eu incident diplomatique, puisque le Tchad a rappelé son ambassadeur, absolument, ça veut dire qu'il y a un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des situations qui étaient gérées à la SNH, à l'insu du conseil d'administration, à l'insu du chef de l'État.
en liaison directe avec le Tchad. Alors, Mobil Exxon a 40% d'actifs dans la consommation au Tchad, jusqu'au Cameroun. Au Tchad, il y a les champs de production. Il y a Totco, Tchad Oil Company de transport. Au Cameroun, c'est Corco, Cameroun Oil Transportation Company. ExxonMobil a 40% d'actifs. Alors, ExxonMobil veut vendre ses parts et quitter le Tchad. Parce que la production a baissé. Vous savez, les grandes multinationales, là, quand elles atteignent des niveaux inférieurs, faibles pour eux, bon, ils préfèrent partir laisser à un petit. Alors, ça se passe au moment où Idriss Déby, père, est vivant. Il donne son accord de principe pour la transaction du retrait de ExxonMobil. Mais il y a quelque chose qu'on appelle la due diligence. Quand des opérations se font entre entreprises, on fait la due diligence de Savannah. Parce que Mobil Exxon a annoncé au Tchad qu'il va vendre ses actifs à Savannah. Mais ce n'est pas Savannah qui est en Angleterre, comme beaucoup pensent, Savannah Énergie. Non, il y a un Savannah qui a été créé aux Bahamas. C'est celui-là. Bahamas, c'est le paradis fiscal. Vous dites voilà. J'avais fait des fouilles quand même. Il y a à l'époque 3 personnes représentaient cette entreprise. Et donc, pendant que le Tchad a fait la due diligence, il se rend compte que Savannah est une nébuleuse. Savannah est aux Bahamas. Savannah n'a pas un passif, n'a jamais travaillé pétrole nulle part. Savannah n'a pas d'argent. Savannah, techniquement, n'a rien. Le Tchad a dit, mais non, on ne peut pas accepter cette vente. Même si Mobil s'était déjà mis d'accord avec le Tchad, le gouvernement tchadien était libre d'accepter ou de refuser. Alors le gouvernement tchadien a refusé et a donné d'ailleurs 48 heures à l'équipe de Savannah qui était à ce moment au Tchad pour aller visiter les installations, de quitter le Tchad. 48 heures pour quitter le Tchad. Décret arrêté signé du ministre de la Sécurité du Tchad. Et donc, immédiatement, le chef d'État tchadien a nationalisé les actifs. Et maintenant, Savannah sort. Ce qui est curieux, parce que le Tchad a dit, je ne veux pas de Savannah dans mon pétrole. Savannah sort, Savannah se retrouve maintenant en train de revenir par Côte-Co au Cameroun. Il veut acheter les 40% d'actifs d'ExxonMobil à Côte-Co. Et pour cela, il propose à SNH 10%, c'est-à-dire, si les 40%, SNH prend 10%, Savannah garde les 30%. Le Tchad est au courant que Savannah qu'on a chassé ici est déjà revenu par le Cameroun. C'est comme ça que le Tchad s'oppose. Et le Tchad s'oppose. Entre-temps, SNH a avancé près de 27-28 milliards à Savannah pour payer les 10%. Et vous voyez que le Tchad s'est opposé à ça. Et au niveau du Cameroun, le conseil d'administration n'était pas au courant. Vous avez vu les problèmes qu'il y a eu entre le conseil d'administration qui n'a pas pu se tenir à la SNH et le SGPR a convoqué au palais. Et dans ce conseil d'administration, ils ont bien précisé que l'État, le conseil d'administration et l'État du Cameroun n'ont pas autorisé le décaissement de cette somme d'argent. Alors cette somme d'argent, qu'est-ce que ça devient? Ça devient ce qu'on appelle faute de gestion. L'argent est sorti. L'argent est sorti. Savannah a pris l'argent et il est parti. Le conseil d'administration n'a pas donné son quitte. Mais Savannah, c'est 3 individus. Et puis, il semblerait quand même qu'il y a des Camerounais derrière. Moi, j'en connais au moins un, parce que j'ai eu des éléments qui démontrent qu'il a contribué pour plus d'1 milliard 100 millions. Un Camerounais? Oui, dans les actifs. Qui est devenu actionnaire? Peut-être qu'il était la face visible et que derrière lui, il y avait des gens, je ne sais pas. Donc vous savez qu'il y a un ancien ministre qui a remboursé 1 milliard. C'est pas un ministre. Non, je dis qu'il y a un ancien ministre qui a remboursé 1 milliard, donc qui sait peut-être que... Donc, il y avait des Camerounais aussi derrière. Donc, le Tchad n'était pas d'accord que son pétrole soit manipulé par Savannah, qui est une nébuleuse. Et à côté de ça, des Camerounais sont tapis derrière. Et donc, ça a posé tous les problèmes que ça a posé. Et les problèmes qu'il y a eu entre SNH et le conseil d'administration, c'est la raison pour laquelle j'ai dit dès le départ, le conseil d'administration, le chef d'État ont pris les bonnes décisions.
c'est des décisions en faveur du Cameroun. Alors que les autres n'étaient pas des décisions en faveur du Cameroun. Donc ça fait que, quelques temps après, quand la sérénité, le ministre de l'État est allé au Tchad, rencontrer le chef d'État tchadien, le ministre de l'État du Tchad est revenu à Yaoundé rencontrer le chef d'État, il y a eu accalmie, l'ambassadeur est revenu. La sérénité est revenue entre les deux pays. Et le Tchad a désigné l'ancien DG, qui est aujourd'hui à Sonara, comment il s'appelle encore? Aruna Bako. Et après 7 mois, il s'est retrouvé à Sonara. C'est le Sonara est rentré à Côte-Côte. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette histoire, l'État du Cameroun, le conseil d'administration ont bien compris que ça ne s'est pas joué en faveur du Cameroun. Et est-ce que l'ADG était impliqué? Je pense que sa situation où il a des problèmes de santé quand même, il n'est pas très présent au bureau, les gens pouvaient en profiter peut-être un peu. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé là, ce n'était pas la première fois et ce n'était pas en faveur du Cameroun. C'est la raison pour laquelle... Qui dirige la Sonara? La Sonara? Oui. Qui dirigeait comment? Je ne comprends pas la question. Il y a un DG là-bas. On a parlé de Glencore. Oui. Vous avez dit le système, le mécanisme, le retrait de l'ADG fait qu'il peut pas être impliqué. On parle de Savannah. Vous dites, bon, les problèmes de santé... Alors... Non, je veux dire que l'ADG, s'il avait toute sa santé et tout, je suis sûr que ce qui s'est passé ne se serait pas passé. D'accord. Il est un peu diminué, il faut le reconnaître, mais c'est quelqu'un, quand il avait toutes ses facultés, ses aptitudes, il était intraitable. Nous, on le sait, dans le milieu pétrolier, c'était un monsieur intransigeant, intègre. OK? Mais il prend de l'âge, il prend de la fatigue, et il s'appuie sur certaines personnes. S'il a la malchance que ces personnes ne sont pas fidèles, compétentes, évidemment, ça peut déboucher ce qui s'est débouché. Parce que ce qui s'est passé là, débloquer 28 milliards pour payer à Savannah, sans l'accord du conseil d'administration, sans l'accord de l'État, ce n'est pas normal. C'est une faute de gestion. Et les gens doivent être sanctionnés par rapport à ça. Parce que les 28 milliards pouvaient aider beaucoup de choses au Cameroun. Bon, aujourd'hui, Savannah est parti, ils sont dans les procès, ça va durer 30 ans. Peut-être nous serons déjà tous morts quand le verdict va sortir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est parti, ça ne va pas revenir. Bon, vous dites que là aussi, les responsables sont connus. Pour Savannah? Oui, l'affaire Savannah. Bien sûr, on connaît. Mais il vaut mieux laisser la justice faire son travail. Moi, dans ma position du milieu pétrolier, parce que je vais vous dire par exemple que Savannah qui arrive, celui qu'on a envoyé comme directeur général ici à Côte-Côte, Nicolas de Blampré, était mon camarade, mon collègue. À Perenco, il était directeur financier quand il était directeur QHC. Je le connais bien, on se tutoie. Celui qui était directeur des opérations du groupe Savannah était aussi à Aqua avec nous. Il était directeur des opérations Perenco au Cameroun. Moi, j'étais directeur QHC. C'est un ami personnel, on était au restaurant tout le temps. Donc, je connais beaucoup de choses de cette structure parce que les gens qui sont là sont des anciens Perenco que je connais. Donc, quelque part, je pense que les gens qui ont mis le nez dedans, si même la SNH est allée à ce niveau, je crois que c'est parce que l'ADG n'était plus... Vous n'êtes pas impliqué? Moi, non, pas du tout. Si j'étais impliqué, je ne serais pas en train de parler. Non, sait-on jamais? Non, pas du tout. Peut-être que vous êtes en train de parler pour mieux vous disculper. Non, pas du tout. Je pense que je connais beaucoup de choses dans le milieu. D'autant plus que vos amis sont aux affaires. Je connais beaucoup de choses. Attendez, je connais beaucoup de choses dans le milieu. Mais il faut vous poser les bonnes questions. Sauf que moi, j'ai remarqué, quand on essaie d'aller vers certaines personnes, leur donner la vérité de ce qui se passe, les gens ont peur. Personne ne veut en parler. OK? Je vous prends un petit exemple simple. Je ne vais pas développer. Juste un petit truc simple dans le secteur pétrolier. Le Cameroun, à un moment donné, produit 100 000 barils jour. Ça, c'était avant. Même jusqu'à présent, ce n'est pas très loin. D'accord. OK? 100 000 barils jour. Le baril coûte à $80. En ce moment, on n'est pas très loin, 75-80, c'est dans la zone. $80 le baril. Pour 100 000 barils jour, vous savez ce que ça fait comme chiffre d'affaires annuel? À peu près 1800 milliards. 1800 milliards. On envoie combien au trésor public? 600 milliards. Mais je ne développe pas plus. Mais toutes les instances de transparence, ITI et tout ça, là, demandent au Cameroun de déclarer tous ces chiffres. Ce n'est pas déclaré, ce n'est pas clarifié. Mais justement, si vous voulez, on parle de l'ITI, je suis à l'aise. On parle de... On y arrive, ça c'est notre Parce que l'ITI, vous savez que nous avons été conformes une fois. Et depuis, on n'arrive plus à avoir la conformité. Et on ne l'aura même pas. Ça veut dire que la conformité a tué les intérêts privés, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est un peu plus complexe que ça. Expliquez-nous en 2 mots. Voilà.
à l'époque où je suis dans le pétrole, je représente les entreprises d'extraction à l'ITIE, Cameroun. Nous avons des réunions. Le président, c'est le ministre des Finances. Le vice-président, je crois, c'est le ministre des Mines. Quelque chose comme ça. Et la secrétaire nationale, c'est Mme Solange Ondigui. Moi, je représente les entreprises d'extraction. Il y a 3 parties. La société civile, l'État et les entreprises d'extraction. Alors, le Cameroun demande à rentrer à l'ITIE en 2005. Nous avons la première conformité, et l'unique d'ailleurs, en 2013. Je fais partie de la délégation du Cameroun qui part à Abidjan, au conseil d'administration, pour présenter le dossier Cameroun. À l'époque, le ministre des Finances, Alamine Ousmane, mais je vous donne les noms pour que les choses soient claires. Madame Ondigui Solange, elle est secrétaire jusqu'à présent. Au niveau de la société civile, c'était Koungayombe André, un de mes frères, moi, et moi, les entreprises d'extraction. On arrive à Abidjan. Alors, on savait que le dossier était limite. Il fallait faire quand même du lobbying pour essayer de voir si on peut passer. On arrive, je commence à fouiner auprès des pays qui sont déjà conformes. Le Congo, mais la Centrafrique était conforme, le Congo, le Tchad et tout. Alors, je peux avoir les délégués de ces pays avec mon frère là. On discute, on discute. Ils avaient déjà l'information que le Cameroun ne va pas passer. Parce qu'il y a des paramètres que l'ITIE demande au Cameroun depuis un certain temps. Ils n'obtiennent pas. Qui n'obtiennent pas. Alors, je dis à mon frère, cette histoire, c'est passons par le lobbying. Nous sommes conscients que nous n'avons pas respecté certaines choses. Passons par le lobbying. Et c'est comme ça qu'on commence à pister la présidente mondiale. Elle était toujours occupée, on l'a pistée partout. On voit qu'elle est au restaurant, on ne peut pas rester à un angle, on attend. Elle est au bar, on ne peut pas rester. Elle va dans sa chambre, on traîne. On a fini par la coincer dans un ascenseur. C'est dans l'ascenseur qu'en 1 minute, on a essayé de la convaincre. En 1 minute, vous l'avez retourné. On l'a retourné en 1 minute. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous lui avons dit, je lui ai dit, madame, délégation Cameroun. Elle dit, oh, Cameroun, c'est pas sûr. Hein. Je dis, oui, justement, c'est pour ça qu'on vient vous voir. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Madame, ça fait depuis 2005. On veut essayer d'être conforme, on n'arrive pas. Ça décourage les gens. Nous sommes en 2013, et là, les infos qui circulent ne sont pas bonnes. Est-ce que vous pouvez aider le Cameroun en nous accordant la conformité de telle manière que ça encourage? Derrière, on va travailler pour va travailler pour faire ce que... Elle dit, ah, c'est pas une mauvaise idée. Elle est partie. C'est elle qui a convaincu les gens au conseil d'administration. Et le Cameroun a été conforme en octobre 2013. Nous étions partis de la démonstration. Puisque quand le ministre Alamine... C'était juste les 2-3 paroles là, rien d'autre. Rien d'autre. Je vous laisse poursuivre. Non, parce qu'Alamine, le ministre, était passé par la France pour nous rejoindre à Abidjan. Et quand il rejoint, on lui rend compte. Il nous amène dans sa chambre. On était dans sa chambre. Moi, lui et moi. Et on lui a expliqué ce qui s'est passé. Il était tellement content qu'il a pris 1 000 euros, il m'a donné. Comment? Il a pris 1 000 euros, il a donné à M. Koum. Il a dit félicitations. Vous êtes des patriotes. Voilà comment ça s'est passé. Et maintenant, revenu, il fallait mettre en place ce que l'ITIE demande. Les exigences. Et les exigences de l'ITIE, là, jusqu'à présent, ne sont pas tenues. On a été suspendu. Et là, maintenant, on risque d'être radié. Je peux vous garantir qu'on sera radié. Comment? On sera radié. Et quand vous n'avez pas la conformité ITIE, vous n'avez pas la signature crédible sur les places financières internationales. Ça veut dire que tout ce qu'on travaille comme minerai là... Attendez, je vous dis, l'histoire de l'ITIE là, c'est vrai que l'autre jour, on dit qu'on a des problèmes, la CEMAC ne gère pas bien, ceci, mais derrière, il y a l'ITIE. Beaucoup ne savent pas que l'ITIE, c'est un outil de travail du FMI et de la Banque mondiale, ce qui nous a été expliqué. L'ITIE, quand vous avez la conformité, vous êtes crédible au plan international, parce que vous savez gérer, vous avez la position, on peut vous donner l'argent, on peut vous faire confiance. C'est une signature de confiance. Vous allez remarquer que le Cameroun emprunte l'argent sur les places internationales, mais allez voir les taux d'intérêt. Ça frise l'usure. Alors que les autres pays prennent 3-4 fois beaucoup moins en taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cette conformité. Plus ça va partir, nous n'avons pas cette conformité, plus ça sera dur pour le Cameroun d'avoir de l'argent. Et quand vous avez l'argent, ça sera des taux d'usure. Et vous voyez bien comment aujourd'hui, on est obligé, avec tous les prêts qui ont été pris à gauche, à droite, nous sommes dans les phases de remboursement de beaucoup de prêts. Vous voyez bien comment... on augmente les impôts. On augmente les impôts. Bientôt, on va déshabiller les Camerounais. On élargit l'assiette. On va taxer même l'air bientôt.
Parce que quelque part, nous avons des problèmes de gouvernance qui sont des problèmes récurrents et il faut solutionner. Et les gens qui sont en poste, en charge, ont montré des limites. Il faut les remplacer. Il y a d'autres Camerounais qui sont compétents. C'est ça que les gens ne veulent. Les gens ne veulent pas entendre ça. Moi, nous tous, nous subissons aujourd'hui les erreurs de certains membres du gouvernement qui n'impriment pas la politique du président. Vous dites ça au RDPC, comment vous réagissez en interne? En interne? Ah non, en interne, moi, je ne parle avec personne. Au RDPC? Non, je vais me faire brûler les doigts. Parce que dès que vous parlez, on vous taxe d'opposants de l'intérieur, on vous taxe, on vous donne toutes les casquettes, on vous conseille au conseil de discipline et autres. Mais bien sûr, bien sûr. Moi, ce que je fais, j'essaie d'attirer l'attention de certaines personnalités qui me font confiance, et puis je m'arrête à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ITIE nous joue un très mauvais tour. Nous n'avons pas une bonne signature, nous ne sommes pas crédibles au plan international. Au plan financier, on nous donne l'argent au taux de l'usure. Allez regarder. Regardez ce que les autres pays prennent. À quel taux? Regardez ce que le Cameroun prend. À quel taux? En une minute ou quelques-unes de plus, regardons ce reportage. Retournons sur ce reportage de Léla Renganze parlant du dîner de presse, en fait une autre rentrée politique du SDF de Joshua aussi. Octobre 2025, dans environ 8 mois, les Camerounais sont appelés aux urnes pour choisir leur président de la République. Alors que le débat ne tarit pas autour d'une nouvelle et probable candidature de Paul Biya, président en exercice, Joshua aussi, président national du Social Democratic Front, croit savoir que le mandat de l'actuel chef d'État, qui s'achève dans quelques mois, est le dernier. Vous savez tout comme moi que c'est la toute dernière année de cette première république, c'est-à-dire de 64 ans de règne d'un régime qui a laissé ce pays en lambeaux. Et donc, puisque c'est la dernière année de M. Biya, il est important pour nous d'être en phase, de pouvoir discuter de façon sérieuse et que vous aussi, que vous puissiez relayer nos informations d'une façon très très sérieuse. Au rang de ces informations à faire passer au grand public, la reprise des inscriptions sur les listes électorales, dernier tournant avant les futures échéances auxquelles le SDF entend participer. Le registre électoral fermera mi-juin ou mi-juillet selon le cas. Il se rouvrira qu'après les municipales. Donc c'est une seule vague électorale. Nous sommes nés pour les élections, nous sommes nés pour la démocratie et donc l'élection fait partie intégrante de cette démocratie-là. Donc nous serons candidats dans toutes ces élections, nous aurons des candidats dans toutes ces élections. Une victoire en octobre 2025, le SDF y croit fortement. Et ce sera l'occasion de revoir la gouvernance, agir dans l'intérêt du peuple. Vous avez parlé de fiscalité. Ce gouvernement arrivera en octobre 2025. Un gouvernement qui pense vraiment aux Camerounaises et aux Camerounais devra élargir l'assiette fiscale pour faire en sorte que tous les Camerounais payent leur part d'impôts qui sont susceptibles de payer. Et sur la question des impôts spécifiques aux transactions monétaires mobiles, je dirais que là où M. Biya et son gouvernement a péché, c'est qu'ils permettent aux opérateurs mobiles de faire une répercussion de cette taxe sur les usagers. Alors qu'au niveau de l'Assemblée nationale, en tout cas nous du banc de l'opposition à l'Assemblée nationale, nous étions plutôt d'avis qu'il fallait que ces opérateurs payent leur juste part. Et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire qu'on crée des impôts et au lieu que ceux qui font beaucoup d'argent absorbent ces impôts, ils le remettent sur les consommateurs. Ça veut dire que dans le système qu'a choisi M. Biya, c'est le pauvre qui va acheter son pain, c'est le pauvre qui va payer son taxi, c'est le pauvre qui va acheter sa tomate et c'est la pauvre vendeuse de tomates qui paye les taxes. Alors que ce que nous demandons, c'est que la taxe soit promptée au niveau de la production pour que ceux qui font de l'argent, ceux qui font des richesses sur nous, qui payent leur part pour qu'il y ait une sorte de redistribution de ces richesses-là pour pouvoir financer l'école, pour pouvoir financer l'éclairage public, le développement, les infrastructures, etc. Donc voilà ce qui devrait se passer. Donc nous ne sommes pas contre l'élargissement de l'assiette. Le problème, c'est comment est-ce qu'on élargit ces assiettes. Et je pense que c'est très important. Au cours d'un déjeuner de presse organisé ce 7 janvier 2025 à Douala, le SDF, à travers son président national, a pu longuement échanger avec les médias. Lancé à Douala,
L'initiative qui vise à briser les barrières se déportera très prochainement à Yaoundé et plus tard dans d'autres villes du Cameroun. Alors, Robert Moutambassa, en quelques mots, vous avez certainement lu l'article de nos confrères de Jeune Afrique cette semaine qui parle de soupçons de coup d'État. Ils ont même fait tout un scénario en décryptant un peu l'environnement sécuritaire au niveau le plus élevé, la garde présidentielle, le quartier général, le BI et autres. Il y a quand même ces rumeurs persistantes qui reviennent tout le temps, parlant d'un éventuel coup d'État, sous-entendu que le président n'a plus forcément la même mise ou bref, au cas où les uns ou les autres seraient prêts à... Vous y croyez-vous, un scénario comme celui-là? Non, moi je suis convaincu qu'il ne peut pas avoir un coup d'État militaire au Cameroun aussi facilement. Comment? Parce que l'organisation de notre armée, qui est une armée républicaine, ne permet pas ça. Et ce qui peut avoir comme coup d'État, c'est un coup d'État civil, un coup d'État financier, un coup d'État... Par exemple, moi, l'IRPP fait partie des choses qui pour moi me font peur. Parce que... IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes bien physiques. sûr, bien sûr. Ça peut être un coup d'État qui est derrière cette histoire. Comment Pourquoi? ça? Parce que, vous savez, le chef d'État et beaucoup de hauts responsables parlent de la résilience du Cameroun au plan économique. La résilience du Cameroun est assurée par qui? Par l'informel, par les petits vendeurs d'arachide, de maïs, de macabo, les bensikineurs, tous ces gens-là. C'est eux qui font la vraie résilience du Cameroun. Maintenant, nous avons sorti un impôt qui va taxer même les chômeurs, les étudiants, les coqs, les poulets et tous ces machins. Il manquait juste l'air. Alors, quand vous avez ce type d'impôt qui va taxer les gens qui ne travaillent pas, qu'est-ce que vous attendez? C'est une façon d'envoyer les gens dans la rue. Cet impôt est très dangereux. Pourtant, il y a des niches que ces gens de finances connaissent, mais dans lesquelles ils ne veulent pas toucher. Par exemple, les revenus locatifs. Moi, j'ai essayé de regarder, je me suis renseigné. L'année 2003 pour laquelle on a fait l'IRPP est dans les 15-16 milliards. C'est quoi? C'est peu. Mais les revenus locatifs, les immeubles que vous voyez partout, les maisons, il y a une loi qui existe depuis. L'État a droit à 20%. C'est-à-dire vous payez une maison à 100 000 francs, le locataire a 80 000 francs, l'État a 20 000 francs. Le bailleur. Le bailleur, pardon, a 80 000 francs, l'État a 20 000 francs. Mais on n'appuie pas sur ça. Pourquoi? Parce que les grands immeubles, les maisons partout, c'est ces gens qui ont beaucoup d'argent qui ne veulent pas se taxer. Beaucoup ne peuvent plus faire sortir l'argent du pays comme ils veulent. Ça rentre dans les maisons qu'on construit, ça rentre dans les terrains qu'on achète par dizaines, par centaines d'hectares et autres. Donc, moi j'ai fait une simulation très simple. On taxe les revenus immobiliers. En un an, comme on a taxé l'IRPP, on aura au bas mot 100 milliards par an. C'est là qu'il faut taper. C'est là qu'il faut taper. On ne peut pas déshabiller la vendeuse de prunes. On ne peut pas déshabiller celui qui élève son coq, son poulet en 45 jours. Parce qu'il va un poulet, il doit payer une taxe dessus, la chèvre. Non, non, mais là, on va tuer la résilience. Et les gens ne vont plus supporter, ils vont aller dans la rue. C'est là où moi, je vois un coup d'État. Conforter la thèse de coup d'État scientifique. Pour moi, elle est scientifique, le coup d'État. Sur les décisions éventuelles que le président aurait dû ou pu... Non, disons que quand les gens partent présenter les choses au président, et le président ça dans un volet, ils savent que le président va apprécier parce que le président ne peut pas refuser quelque chose qui est bon pour le Cameroun. Absolument. Mais il n'est pas spécialiste partout aussi. Il peut se faire tromper parce qu'en qui il a confiance. D'ailleurs, il sait très bien que il n'y a pas beaucoup de gens qui lui sont fidèles. Ils font tous semblant. Comme certains disent, le jour où le président Paul Biya ne sera pas là, le lendemain, tous vont dire que c'est lui qui nous demandait ça, c'est lui qui faisait ceci, on connaît comment ça se passe. Donc moi je pense que le coup d'État sera beaucoup plus scientifique que militaire. Parce que les militaires camerounais sont des patriotes, c'est des militaires républicains qui respectent l'État. Et donc je ne vois pas le problème venir de là. Je vois plutôt dans ce genre de décision, comme l'IRPP là, c'est une décision qui est très dangereuse pour le Cameroun. Il faut regarder ça, parce que vous savez, les gens qui sont derrière l'IRPP là, quand vous regardez bien, qu'est-ce qui se passe? C'est les mêmes gens qui sont en place depuis près de 15 ans. Économie et finances, c'est les mêmes gens. C'est eux qui ont proposé le le DSE d'abord. Le DSE a disparu, on n'a même pas fait le bilan.
C'est le même qui propose le SND 30. Il est mort dans l'œuf. Parce que pour faire le SND 30, il faut avoir l'énergie. On a besoin de près de 6000 mégawatts pour produire. Parce qu'il faut produire. Tant qu'on ne produit pas et qu'on reste un produit qui fait le Bayam Selam, on achète tout à l'étranger jusqu'au cul-dent. N'attendez rien. Rien ne va se passer. Il faut produire. Pour produire, on a besoin d'énergie. Ce n'est pas avec 1300 mégawatts. J'enlève les 300 que les pertes de réseau et les voleurs prennent. Donc, vous voyez, vous comprenez qu'il n'y a pas d'énergie, on ne peut pas faire la production. Et donc, du coup, les mêmes qui sont là depuis ont pris beaucoup d'argent dans les grands projets, dans les grandes réalisations, dans les cannes et tout ça. Nous sommes dans les phases où il faut rembourser. Quand maintenant l'État a payé, parce que dès que l'argent sort du trésor, on paye la dette. Après la dette, l'argent pour la guerre. Après la guerre, le salaire des fonctionnaires. Après, il n'y a plus rien. Vous comprenez que les grands projets qu'on a faits, qui n'ont pas abouti, pour certains, vous prenez Mekin, qui était prévu pour 15 milliards, il n'est déjà pas loin de 100 milliards, il ne produit rien. Alors, quand vous voyez ce genre de choses, il faut aujourd'hui payer ça. Donc maintenant, l'IRPP est là pour aller ponctionner auprès des pauvres Camerounais, pour aller payer des erreurs d'implémentation, de stratégie des gens qui étaient en charge. La mauvaise décision. La mauvaise décision, mauvaise gouvernance. Donc je pense que c'est par là que le coup d'État peut venir. Et le président doit être vigilant. D'ailleurs, nous, on est vigilants. Je dénonce ça ici parce que justement, même si les gens ne pensent pas à ça, ne regardent, je commence à dénoncer ça. Parce que ce n'est pas normal. Nous payons tous aujourd'hui les erreurs de certains par incompétence. D'accord. On va parler de la sortie des évêques, mais avant, revenons sur cette correspondance, ou du moins ce communiqué de Amnesty International qui prend position claire et nette derrière Maître Alice Com, qui, comme vous le savez, est convoqué au tribunal militaire de Yaoundé. Ce sera en mi-janvier prochain pour s'expliquer sur les questions de blanchiment d'argent et autres financements autour du REDAC. Tout est parti des multiples convocations de Maître Alice Com, avocate au barreau du Cameroun et PCA du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, en abrégé REDAC, d'abord le 10 janvier par le préfet du Vouri, puis le 14 au courant par la gendarmerie nationale. C'est du harcèlement, relève Marceau Sivieude. Pour le directeur régional par intérim d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'interdiction des activités et la suspension arbitraire pour 3 mois du REDAC et de 3 autres organisations de la société civile sont contraires aux obligations internationales du pays en matière de droits de l'homme, de garantir les droits de chacun à la liberté d'expression et d'association. On se rappelle que le 6 décembre 2024, le ministre de l'Administration territoriale a suspendu 5 organisations non gouvernementales pour 3 mois avec entre autres motifs défaut d'autorisation, financement illicite et exorbitant en inadéquation avec le profil de l'activité. C'est un mépris flagrant aux autorités pour les droits humains de ceux qui défendent les droits d'autrui, pense Amnesty, qui y voit une instrumentalisation du système judiciaire pour intimider Alice Com. Dans une réaction rendue publique ce 9 janvier, Marceau Sivieude demande aux autorités camerounaises de mettre fin à la suspension des organisations concernées, rétablir leur statut et leur permettre de mener leurs activités sans ingérence arbitraire. Elles doivent immédiatement mettre fin à l'utilisation abusive de la justice pour cibler Alice Com et d'autres défenseurs et militants des droits humains. Robert Moutambassa, vous l'avez certainement suivi comme nous les semaines précédentes, mais aussi cette semaine, la prise de position des évêques par rapport à une candidature éventuelle du président Biya. Tous ont dit, ça suffit. Du moins, ceux qui sont exprimés, l'archevêque de Douala, il y a eu Agaroua, il y a eu Ngaoundéré, tous ont dit, ça suffit, de façon claire et nette. Bon, c'est vrai que Jean Barga également, Yaoundé a dit quelques mots, même si après il a recadré par un communiqué sa pensée. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Et puis derrière le communiqué du gouvernement. Non, disons que, pour ceux qui suivent très bien, l'Église, beaucoup oublient que l'Église catholique universelle, romaine, dépend du Vatican. Le Vatican, c'est un État. Absolument. Donc, le Vatican a un aspect religieux, mais il a en même temps un aspect politique, parce que c'est un État bâti sur 44 hectares.
Et son chef d'État, c'est le pape. Et le pape a les nonces apostoliques dans tous les pays du monde. Donc, le Vatican fonctionne comme un État. Donc, l'Église catholique a toujours pris position par rapport aux activités politiques des pays dans le monde. On parle aujourd'hui de Cléda, de l'évêque de Ngaoundéré Mara, mais à l'époque d'ailleurs, on parlait de Ndongo qui parlait de la politique. Donc, l'Église a toujours, ça fait partie du travail des attributions de l'Église. C'est vrai que l'Église, pendant un long moment, a toujours été proche du président Paul Biya, et beaucoup même taxaient l'Église d'être un moment complice du président. Au jour d'aujourd'hui, l'Église prend position. C'est la position de l'Église et rien que la position de l'Église. Le président Paul Biya est un Camerounais qui bénéficie de tous ses droits. Il est libre, même à 100 ans, de se présenter s'il veut. C'est aux Camerounais de décider le jour des élections qu'ils ne veulent plus de lui ou pas. Ce n'est pas des individus ou des évêques qui doivent dire qu'ils ne doivent pas se présenter. Non. Là, ils sont allés au-delà des limites de leurs prérogatives. Ils doivent dire que c'est un peu comment, c'est Cléda qui est un peu mieux structuré en disant que vraiment il ne voit pas d'un bon œil cette candidature, c'est tout. Mais si le président Paul Biya se sent bien, il pense qu'il peut y aller, il va aller, c'est au peuple camerounais de trancher. Donc maintenant, dire que l'Église est allée au-delà de ses attributions, je ne pense pas. Ça fait partie de ses attributions. Sauf que, depuis quelque temps, quand vous observez la scène politique, il y a peut-être un ministre, je ne veux pas donner le nom, qui prend des mesures dures contre les libertés individuelles et collectives. Donc je ne veux pas le citer, mais les mesures qu'il prend ces derniers temps donnent le sentiment qu'il terrorise les populations, il utilise sa position pour intimider, pour brider les partis politiques, la société civile et tout. Et du coup, les gens ont déjà peur, même vous sur les plateaux de télévision, on voit bien comment... C'est l'impression que je vous donne ce soir? Non, pas vous ce soir, mais je vous suis dans les médias. Dès qu'un panéliste commence à prendre une certaine tangente, le présentateur s'élève en censeur. Parce que justement, il ne veut pas être taxé de ceci ou de cela. Je comprends ça bien. Et je crois que les évêques ont vu tout ça. Les évêques pensent qu'en sortant, ça va essayer d'apporter un bémol par rapport à ce ministre particulièrement. Vous comprenez? Et la preuve, les images qui ont suivi quelques jours après, on a bien vu le nonce aller rencontrer le justement, on va voir le reportage tout à l'heure, mais je voulais faire le lien. C'est-à-dire que les évêques parlent en fin de semaine dernière, ou du moins au cours de la semaine. Et puis cette semaine, il y a l'accord cadre signé entre l'État du Cameroun et l'État du Vatican qui intervient, des accords dont on n'a pas forcément suivi l'évolution dans la négociation. Non, c'est des accords qui existent depuis, il fallait juste finaliser. D'accord. Voilà, ça a été mais c'est une coïncidence fortuite ou alors... Oh, peut-être que la sortie des évêques a amené à prendre cette décision. Parce que quand vous voyez, hormis le nonce qui a rencontré le MINAT, il y a l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de Grande-Bretagne et du Canada. Je pense qu'ils sont partis parler des libertés individuelles et collectives. Parce que le style de fonctionnement de mon camarade est un peu dur. Et peut-être qu'ils ont sollicité qu'ils mettent un peu d'eau dans son vin pour tempérer, laisser les gens s'exprimer, et de manière à ce que, que ça ne donne pas le sentiment que les gens sont complètement bridés. Donc moi, je pense que ces différentes sorties montrent qu'il y a une préoccupation par rapport aux libertés individuelles et collectives. Et ça ne concerne pas forcément tout le gouvernement. Parce que quand on voit la sortie du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, c'est une sortie pondérée par rapport aux autres sorties. Grégoire Ouna a fait sortir une sortie qui était aussi pondérée. Donc vous comprenez que tout le monde n'est pas d'accord avec la brutalité. Et on veut bien que les gens s'expriment en toute responsabilité, dans le strict respect des lois et règlements de la République. Mais... sans qu'il y ait une épée de Damoclès sur leur tête. Voilà, chacun vient avec son style, sa façon d'être et de faire. Et je crois que les choses sont beaucoup plus limitées à l'administration territoriale. D'accord. Suivons donc cette audience accordée par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, au nonce apostolique.
Faire le point de l'année écoulée et fixer les perspectives de la nouvelle année. C'est le menu de l'échange de ce jour entre le nonce apostolique José Avelino Bettencourt et le ministre de l'administration territoriale au cours d'une audience ce 8 janvier. C'est une discussion, un entretien de routine. Nous évoquons bien évidemment les questions d'actualité, nous discutons de tout et puis on essaie de regarder. Mais ce qui est important, c'est que les relations entre le Vatican et le Cameroun, c'est des relations au beau fixe. Vous savez, le Cameroun, c'est le pays qui peut être fier d'avoir accueilli sur son sol 3 souverains pontifes. Je veux dire que le Saint Jean-Paul est arrivé 2 fois et le pape Benoît, lors de sa première sortie en Afrique, était ici. Il n'y a pas longtemps, il y a eu le premier ministre du Vatican qui était là. Dernièrement, c'était le ministre des Relations extérieures qui était là. Il a été reçu par le chef d'État. Vous savez, nous aurons un événement très important. Ecclesia in Africa, ça va faire 30 ans. Et donc, c'est un événement très important. Vous savez que c'était le seul instrument qui a été signé hors du Vatican. Et le président Paul Biya a été très honoré lors de cette visite du Saint-Père Saint Jean-Paul au Cameroun. Donc vous voyez, quand le Vatican, le Cameroun, les relations sont au beau fixe. Donc il était normal de discuter de tous ces projets et de regarder les perspectives d'avenir et évidemment aussi d'évoquer certaines questions d'actualité. L'actualité est en effet meublée par des sorties groupées de certains prélats camerounais appelant à une transition au pouvoir. Après la sortie du ministre de la Communication, Paul Atangandi a certainement mis quelques points sur les i avec le représentant du Vatican. Tout commence en novembre 2024 par des dénonciations des populations des villes de Douala et de Yaoundé. Les enquêtes menées par le service central de recherche judiciaire de la gendarmerie nationale permettent de démanteler un réseau de trafiquants de faux billets de banque qui prend ses racines à Maroua et étend ses tentacules à Kousséri, au Nigeria et au Tchad. Le mode opératoire qui consiste à se rendre au Nigeria auprès d'un important fabricant et trafiquant de fausses coupures de billets de banque de la zone CEMAC et d'acquérir une bonne quantité de ces billets à raison de 40 000 naira, le lot de 1 million de francs CFA. De retour au Cameroun, ces billets seront donc acheminés vers le Tchad et une quantité distribuée sur place. 32 millions en fausses coupures de 5 000 et de 10 000 francs CFA sont saisis alors qu'elles étaient progressivement introduites dans les marchés du Cameroun et de la zone CEMAC. Ces trafiquants ciblent donc principalement les commerçants dans les marchés qui manipulent régulièrement dans leurs transactions quotidiennes des sommes d'argent importantes et même dans les zones rurales où se font régulièrement des marchés périodiques et où ils savent que la tension sur la qualité des billets n'est pas vraiment importante. Les 2 suspects sont présentés à la presse ce 7 janvier 2024 à Yaoundé. Les enquêtes se poursuivent en collaboration avec Interpol pour mettre la main sur les autres maillons de la chaîne qui se trouvent au Tchad et au Nigeria. La vigilance dans la manipulation des billets de banque est recommandée aux uns et aux autres. Le sujet de l'heure, j'ai failli le dire, non pas que les autres sont moins intéressants, c'est la candidature probable, possible, plus ou moins certaine, si on s'en tient au statut de votre parti politique, du président Biya. Robert Mouté-Ambassa, le président Paul Biya envisage-t-il de briguer un nouveau mandat en 2025? Je vais répondre très simplement et rapidement. D'accord. Lors de la visite du président Macron, il a bien dit, en temps opportun, le moment venu, il reste à Yaoundé, où il va au village. Où il va au village. Nous autres, qui le suivons de près, nous travaillons dans les 2 orientations. Il reste, qu'est-ce qu'on fait? Il va au village, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça que j'encourage les uns et les autres à faire. Parce que les gens qui se disputent, là, qui vont dans les plateaux à gauche, à droite, disent le président sera candidat, le président... les camps aussi, les évêques. Non, je dis quelque part, c'est les gens qui font semblant de ne pas connaître le président. Il a dit, et il va faire comme il a dit. Donc, maintenant qu'il a dit ça, durant le discours, il a jusqu'à dire
sa volonté, sa disponibilité intacte. Qui reste intacte. Mais à servir son pays. Son mandat court jusqu'en octobre. Mais tel qu'il a dit, c'est comme ils sont de l'octobre. Non, j'en viens. D'accord. Cette disponibilité doit être appliquée jusqu'en octobre. Maintenant, le président est libre, à la dernière minute, de continuer ou de rentrer au village. Vous savez, dans les années 90, le DPC dans la rue pour dire pas de démocratie. Il a écouté. Mais en plein congrès, il leur a dit face à face, préparez-vous à une éventuelle concurrence. Et on a la démocratie. C'est un homme d'État qui ne peut pas montrer ses sensations, qui reste fermé, qui sait que chaque mot mal placé peut déclencher une situation très compliquée pour le pays. Donc forcément, il doit aller jusqu'au terme de son mandat. C'est quand il sera dans les échéances où on doit être candidat, on doit déposer sa candidature, et c'est des échéances qu'il sera obligé de prendre la dernière décision. Il peut bien surprendre les gens en ne repartant pas. Maintenant, il peut accepter de partir, et là, ce seront les populations, les électeurs qui vont s'organiser de telle manière qu'ils vont le réélire ou pas. Mais moi, je pense que nous ne perdons rien à attendre qu'ils nous disent s'il continue ou il rentre au village. Mais l'engagement qu'il a pris en fin d'année, c'est un engagement où il reste intact dans sa volonté parce que son mandat court. Il ne peut pas commencer à dire maintenant qu'il est candidat, ça va faire désordre. Il est obligé d'aller jusqu'en octobre, au moment où on dépose des candidatures. Seul que dans le décryptage, d'aucuns ont estimé que d'abord, c'est un bilan politique, un bilan gouvernemental, mais aussi un bilan personnel. Au-delà de l'année écoulée, puisque le président a rappelé un certain nombre d'engagements qu'il a pris dès le départ, dès son accession à la magistrature suprême. Alors, des uns et des autres, mais ce que je voulais demander, est-ce qu'il y a quand même, au niveau du gouvernement, il s'imagine quand même que le président pourrait ne pas être là. Je veux dire, le président, avant le mois d'octobre, il peut décider que, bon, vraiment, je vais quand même au village m'occuper de mes... Vous savez, le président, tu étais un homme secret. Ok. Même ceux qui le connaissent ne tapent pas la main sur la poitrine pour dire qu'il va faire ceci ou cela. Ceux qui prennent le risque d'aller parler à son nom là dehors, c'est leur problème. Mais quand vous regardez très bien, c'est beaucoup plus de gens qui, en principe, sont encore libres par la volonté du chef de l'État. Oui, je le dis clairement parce qu'ils ont gaffé et parce qu'en jouant au turiféraire, ils seront peut-être sauvés. Mais non, le président est au-dessus de ça. Il est insensible à ce genre de choses. Question simple. Oui. Et si le président ne se présentait pas? Il y a un certain nombre de scénarios que des gens indiquent. Le fils, Franck, pourrait, le SGPR serait partant, bien d'autres. Si le président ne se présentait pas, à quoi pourrait-on s'attendre? Très bonne question. Quel peut être le schéma? Je vais vous donner sincèrement ce que je pense. D'accord. Si le président décide de rentrer au village, l'ODPC a des gens qui peuvent lui supplier. C'est vrai que beaucoup de gens ont peur de le dire. Parce qu'ils se disent non, le président n'aime pas ça. Quand tu dis que tu es intéressé ou quoi, tu peux avoir les problèmes. C'est eux qui racontent. Le président, c'est un patriote. Alors, moi, je dis ceci. Au niveau du DPC, nous avons des gens qui peuvent remplacer le président si le président décide de quitter. Mais tant qu'il est là, nous sommes avec lui. Nous le soutenons à 1000%. Bon, vous avez dit Maintenant, je vous donne quelques noms. C'est mon point de vue. D'accord. De ma position, ce que je vois. Au niveau des DPC, je pense qu'il y a des gens comme le ministre d'État Laurent Esso qui remplit les conditions. Il y a des gens comme le ministre d'État Ngongo qui remplit les conditions. Il y a des gens comme le ministre Sadi qui remplit les conditions. Il y a des gens comme Franck Bia, qui est très proche du président depuis un bon nombre d'années, qui est un peu indirectement à l'école. Les gens vont dire qu'il n'a jamais été ministre, il n'a jamais été ceci, cela. Mais le fait d'être à côté du père, il voit tout ce qu'il fait au quotidien. C'est une formation qui dépasse 10-20 ans d'expérience du poste de ministre ou autre. Formation dans le tas. Formation dans le tas. Maintenant, il y a aussi, du côté, il y a aussi Yang Philemon, qui est le président de l'Assemblée générale des Nations Unies en ce moment,
qui remplit les conditions. Il y a le Premier ministre, John Gouté, qui est en poste, qui remplit les conditions. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un monsieur qui est faible. Parce qu'on veut le voir aller affronter les gens. Mais non, John Gouté connaît parfaitement le système. Il connaît bien le système et il évite de salir son nom sur des choses inutiles. Il travaille selon les instructions du président. Donc voilà quelques noms que je vous avance comme ça. Vous savez aussi que... Attends, oui. J'en finis. Voilà quelques noms que je vous avance pour dire que l'ONDPCA, les gens. Maintenant, personne parmi ces gens ne peut se prononcer, tout simplement parce que chacun a peur, chacun se dit, tu me prononces, le patron va mal prendre ça. On va le faire à Marafa. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est ça qu'on a fait à Marafa, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous peur. Moi, de ma position, où je suis un militant soutenant le président à 1000%, et qui estime que le président est là, si le président décide de lui-même de ne pas être là, voilà quelques noms que je vous ai donnés, qui me paraissent être des gens qui pourraient le faire. ATP, APC, quand vous observez ce qui se passe dans l'opposition, quelle lecture vous en faites? On sort pratiquement de l'émission. Non, disons que ceux qui connaissent comment ça se passe, à la fin, il n'y aura rien. À la fin, il n'y aura rien. Parce que c'est un jeu d'intérêt, en fait. À cause de l'enfance le matin. Parce que quand vous voyez les gens, chacun veut la chaise. Ils font semblant d'être ensemble. À la dernière minute, chacun va partir seul. Et ils vont perdre comme d'habitude. Pourquoi? Parce que le RDP, c'est très puissant sur le terrain. Donc pour vous, en fait, il n'y a même pas match. C'est-à-dire que l'adversité n'est pas de ce côté. J'estime que c'est pour animer un peu la galerie. Absolument. Parce que ce n'est pas quelque chose de très sérieux. Et obtenir quelques... Oui. Parce que si ils veulent vraiment, ils n'ont pas besoin de faire les APC et tout ça pour gagner. Si chacun, même seul, individuellement, pris, organisez-vous pour pouvoir contrôler chaque vote. Tant que vous n'allez pas contrôler chaque vote, vous ne pouvez pas. Est-ce que dans une démocratie, on a besoin d'arriver au contrôle du vote? Si le système est transparent... Pour le moment, le système, il est ce qu'il est, avec ses avantages, ses inconvénients. Je vais vous dire une chose. Le système, quand il n'était même pas comme celui d'aujourd'hui, qui est beaucoup amélioré, dans les années 90-92, c'était le MINAC qui organisait. Exact. Mais l'opposition est la majorité. Donc, vous comprenez que ça peut se faire. Le problème qu'il y a eu, c'est que la majorité que l'opposition a eu en 92 a été mal gérée par ceux qui étaient là à cette époque. Et du coup, la population s'est rebiffée et elle a du mal à être réamorcée. Un dernier mot, on aurait pu développer la question plus, mais vraiment, Ringando, le réalisateur, me rappelle qu'on est en train de déborder sur le temps. La crise anglophone, en quelques traits d'analyse aujourd'hui. Non, la crise anglophone de départ est finie, elle n'existe pas. C'était les gens qui voulaient la sécession. Nous ne sommes plus sur ça. Nous sommes aussi en ce moment dans le grand banditisme. Des gens qui ont cru, qui sont allés, mais la sécession n'a pas eu lieu, ils sont coincés dans leur position, ils doivent vivre au quotidien. Donc ils sont obligés de mettre en place un système pour faire les enlèvements, voler, violer, faire tout ce qui... C'est pour vivre. Donc il faut, pour moi, mettre en place une négociation et trouver la possibilité à ces gens de retrouver un cadre normal de vie et de travail pour que ça s'arrête. Et la négociation doit se faire en commençant par les familles où nous ou partout là. Il faut aller voir les parents, les enfants qui sont en brousse là, les braqueurs là, les voleurs là, tous ces enfants là, leurs parents sont là, ils les connaissent. Ils savent où ils sont. Il faut aller négocier avec ces parents là. Rassurer ces parents, leur demander de faire revenir leurs enfants, donner même les moyens pour la reconversion. Je crois qu'on aura une paix très rapide dans ce pays. Parce que c'est du grand banditisme maintenant. Ce n'est plus la sécession. Robert Moutambassa, merci. Ben, de vous être ouvert après tant de temps hors de l'antenne, mais dans tous les cas, on ne regrette pas. Non, mais moi, je pense que c'est une première pour moi de ressortir après près de 4 ans dans un débat tête à tête comme celui-ci. Et justement, nous sommes là pour essayer d'éclairer les Camerounais pour que les choses se passent bien pour ce pays. Personne ne veut la guerre dans ce pays. Elle est déjà là. Il faut aller négocier avec chaque famille et demander à chaque parent de demander à son fils de revenir à la maison et que l'État donne les appuis pour que ceux qui reviennent puissent avoir une activité qui va leur permettre de vivre au lieu de continuer à empêcher des deuils, à braquer, à faire des enlèvements et tout ça, parce que justement, ceux qui les ont envoyés dans cette aventure ne sont plus là. Tout comme on aura certainement l'occasion d'autres plateaux qui essaient peut-être aussi de vous avoir pour profiter c'est parti pour 2 ans sur le terrain. De vos analyses et commentaires. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Demain c'est lundi. D'emblée, je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir.